Bienvenue dans Je pensais que j'étais la seule, le podcast santé qui amplifie la voix des femmes dans un système de soins patriarcal qui nous oublie, nous isole et nous fait douter de nous-mêmes. Quand notre douleur est minimisée, quand les diagnostics tardent et quand nos récits sont absents de l'espace médiatique, c'est une double peine. Je suis Maha Ghanem et j'ai créé cet espace pour briser le silence, déconstruire les tabous et faire communauté. Ici, les femmes prennent la parole, qu'elles soient patientes, aidantes, soignantes, pour dire haut et fort ce que beaucoup d'entre nous vivent en silence. Parce qu'aucune femme ne devrait penser qu'elle est seule et parce qu'ensemble, on est plus forte. Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir pour un nouvel épisode Soumia. Soumia, bienvenue. Merci. Alors, Soumia, comment est-ce que ça va ? Comment est-ce que tu te sens aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je me sens super bien. Je suis très heureuse aujourd'hui. Vraiment, j'ai pas de douleur, donc je me sens très bien. Ah, magnifique, je suis super heureuse pour toi. Soumia, je t'ai découverte à travers LinkedIn, qui est un endroit où je recrute beaucoup de femmes pour venir parler du podcast, parce que j'ai cette idée où, quand on peut parler de ces problématiques de santé sur LinkedIn, qui est un réseau professionnel, finalement, on peut en parler partout. Et c'est important pour moi que la personne qui vient se déposer puisse vraiment se déposer en toute conscience et vraiment que ce ne soit aucune violence. Et donc vraiment, une fois de plus, merci d'être là. Merci de m'avoir invitée. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi, te présenter ? Alors voilà, moi je m'appelle Soumia, j'ai 39 ans. Je suis une photographe engagée et j'ai fondé l'association Guerrière en pyjama. Guerrière en pyjama, voilà, Guerrière en magnifique. Pyjama. Alors, pourquoi ? Comment ? Dis-nous tout. Il faut savoir donc que j'ai une insuffisance rénale depuis la naissance. Je suis née le 19 mars et en fait à ma venue, les médecins ont dit à mes parents, elle va pas vivre. Donc elle va mourir, faut pas s'attacher à elle. Dans les 5 ans qui suivent, elle sera plus de ce monde. Donc ils avaient détecté déjà un problème au niveau des reins. Déjà quand j'étais à 7 mois à l'intérieur de ma maman, quoi. Mes parents, ils étaient... mon papa l'a pas su tout de suite. Il l'a su à la naissance. Donc quand je suis née, il voyait tout le monde pleurer. Il disait, mais qu'est-ce que vous avez Parce que j'ai une grande sœur et donc il pensait, lui, que c'était parce que j'étais une fille. Et donc il disait, c'est bon, c'est pas grave, même si c'est une fille, on s'en fout, tant qu'elle va bien. Ma grand-mère et ma maman n'ont pas su lui dire. Donc c'est les médecins, le lendemain de ma naissance, qui sont venus prendre mon papa à part. Ils lui ont dit pareil, que j'allais pas vivre et que mes reins étaient tellement... il y avait des kystes autour des reins. Ils étaient tellement impactés que, faire des dialyses si petites, c'était compliqué. Et donc, finalement, j'ai vécu comme ça jusqu'à 5 ans où mon papa, ma maman, ma famille était... J'ai même pas eu de baptême, c'était plus... Ils étaient dans... Elle va mourir, quoi. Waouh ! Alors, j'aimerais qu'on revienne là-dessus. Donc, toi, à partir de l'âge de 7 mois, donc en gestation, encore dans le ventre de ta mère, on voit à l'échographie qu'il y a un problème rénal. Tu nais, tout le monde pleure et les médecins disent à ta mère et à ta grand-mère, il faut pas s'attacher, elle va pas dépasser les 5 ans. Ouais. Comment est-ce que t'en parles avec elles ? Comment est-ce qu'elles ont vécu ça ? Pour eux, c'était l'horreur. Et donc, c'est vrai que j'ai beaucoup de photos de moi petite parce que mon papa aimait aussi la photo et donc c'était que des photos, des vidéos. Je pense qu'il voulait inconsciemment garder des souvenirs. Mais ils m'ont quand même élevée. Finalement, ils sont très croyants et donc ils disaient, on va vivre et on verra bien ce que Dieu aura voulu pour cette petite. Et donc, j'ai quand même vécu normalement, entre guillemets, ces années-là. Moi, j'ai pas un grand souvenir, mais je sais qu'on partait en vacances, qu'on faisait de la caravane, je sais qu'on bougeait. Et l'année de mes 5 ans, on était au Maroc, en fait. Donc, c'était l'été. Et au Maroc, en fait, j'ai commencé à faire de la fièvre. J'étais vraiment très, 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 très mal. On avait une assurance. Ils ont appelé un avion militaire pour me ramener en Belgique. Et moi, ce que je me souviens, c'est que je suis arrivée dans une pièce. Il y avait plein de machines. Et il y avait une infirmière. Elle m'a dit, on va commencer les séances de dialyse. Après, j'ai un trou noir de ce qui s'est passé. Mes premières dialyses, finalement, elles ont commencé quand j'avais 5 ans. Quand tu avais 5 ans. Oui. Et donc, vous êtes allé au Maroc parce que toi, tes parents sont marocains ? Oui. D'accord. Et donc, ils voulaient t'emmener, j'imagine, voir leur pays natal et te présenter à la famille là-bas. Parce que, on arrivait sur la deadline qui avait été donnée par les médecins, C'est ça. Ouais, c'est ça. Ok. Et ça n'a pas raté. Tu commences une fièvre, on fait venir un avion pour te rapatrier, ce qui est extraordinaire. Et là, tu rentres dans cette salle et puis, trou noir. Ouais. Ok. Donc, ta première dialyse, c'est 5 ans. Voilà. Incroyable. Comment est-ce qu'on grandit quand on est une enfant, justement, dialysée ? En tout cas, pour ma part, je devais sortir de mon corps. Moi, j'étais toujours déconnectée, jamais ancrée, déconnectée de mon corps.
je laissais mon corps au médecin et moi, je partais un peu dans mes rêves. Donc, j'avais toujours à chaque dialyse, les 2 premières heures, je faisais la morte. J'étais vraiment dans mes rêves, je parlais à personne. Et les médecins s'occupaient de faire mes dialyses, les infirmières. Waouh. Et ça, c'est quelque chose que tu as appris toute petite, du coup, à te dédoubler. Ouais, j'ai cette puissance, encore maintenant, s'il faut. Quand mon corps est en détresse, j'ai cette puissance de pouvoir me déconnecter, en fait. C'est comme si je sens plus mon corps. Waouh. Je sais pas trop comment je me sens par rapport à ça. Je trouve ça à la fois extraordinaire, à la fois extrêmement effrayant, pour avoir aussi grandi comme une enfant qui s'est déconnectée de son corps, parce que se déconnecter de son corps, c'est aussi se déconnecter de ses émotions. Exactement. Et donc, comment on fait ensuite en grandissant dans sa vie d'être humain, de femme, pour retrouver ce... C'est un cheminement, vraiment. Aujourd'hui, j'ai 39 ans. Ça m'arrive encore de temps en temps, quand les dialyses se passent mal ou que j'ai des douleurs ou quoi, de le refaire. Mais maintenant, j'ai ce pouvoir de pouvoir me reconnecter. Ça a été vraiment un cheminement. Mais c'est vrai que toute mon enfance et mon adolescence, c'était dur émotionnellement parce que j'étais déconnectée de mes émotions. Et donc le dialogue était... J'ai pas souvent parlé en fait. Même au niveau médical, quand les choses se passaient mal, je parlais pas en fait. Et avec ma maman qui arrivait à détecter mes émotions, finalement, elle les ressentait. En fait, on a eu ce lien où c'est elle qui parlait à ma place. Le pouvoir des mamans, quand même. Vraiment. C'est assez extraordinaire. Et alors justement, parlons de ça. Ce parcours médical, puisque tu as 39 ans, tu es dialysée depuis l'âge de 5 ans, et tu sais que dans ce podcast, on parle de ces violences médicales, du fait bien d'étouffer nos voix ou de nous dire que c'est dans notre tête. Est-ce que tu veux nous partager ton parcours médical avec la dialyse ? Alors, comme je disais, j'étais quelqu'un qui ne parlait pas. Tout se passait à l'intérieur et durant mon enfance, j'étais muette. Franchement, je parlais pas. J'ai beaucoup souffert à l'intérieur de moi. Moi, c'était surtout l'apport au corps, cette façon de me voir. J'avais toujours un problème avec comment me regarder dans le miroir, j'ai toujours eu ce sentiment un peu d'infériorité, de me sentir pas belle, de me sentir avec des cicatrices. Les médicaments, notamment le Medrol, fait changer le corps. Et c'est vrai que pour un enfant, j'ai eu ma première greffe, j'avais 7 ans. Et là, en fait, c'était du tout au tout. Je passais d'une petite fille toute mince à une petite fille qui avait pris 10 kilos en une semaine de temps. Waouh. Ce qui fait que j'étais toute gonflée. Et puis, c'était des médicaments où on avait des poils partout. En fait, je me reconnaissais plus. Dès l'âge de 10 ans. Ah ouais, c'était très tôt, dès l'âge de 7 ans. Dès l'âge de 7 ans. Ouais. J'ai eu en tout 4 greffes. Mais les 3 premières, j'étais enfant et adolescent. Et donc là, c'était... Comme je parlais pas, je me renfermais en fait. Mais il y avait des signes parce que les miroirs, je les cachais. Il fallait mettre des draps partout. Il fallait pas que je me voie. Et en fait, à cette période-là, il n'y avait pas cette approche justement du corps médical qui vient, qui t'explique. En fait, on t'explique pas. Pour une petite, on te dit pas, oui, tu vas prendre des médicaments, ton corps va changer. En fait, pour moi, ça a été un trauma, en fait. Parce que je me suis dit, ces médicaments, en fait, ils sont pas faits pour m'aider. Au contraire, je suis plus mal que finalement en dialyse. Ça a été très, très compliqué, surtout à l'adolescence. Parce qu'encore une fois, pas de dialogue. Et donc, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai arrêté de prendre mes médicaments. Parce que je me sentais bien. Je me dis, ça va, je suis bien. Et là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu le jugement des infirmiers, des infirmières, des médecins, parce que forcément, après une semaine de non-prise de médicaments, le rejet du rein. Et en fait, au fur et à mesure, je me rends compte que ces reins, je m'étais pas préparée avant d'être greffée, en fait. J'ai toujours été, on m'appelle, il faut venir, hop, ça se passe, mais je me suis jamais réellement préparée parce que je dialoguais pas. Et vu que j'étais vraiment fermée au dialogue, les infirmiers, les infirmières, même les médecins, ils avaient du mal à dialoguer avec moi. Et on t'expliquait pas. Et on m'expliquait pas. Et en fait, quand j'ai arrêté de prendre mes médicaments, je suis tombée sur une infirmière qui m'a changée. Parce qu'en fait, elle m'a pris dans un bureau. Déjà, elle m'a mis dans un cadre où il y avait que des photos d'enfants, des enfants que je connais pas. Elle m'a déjà mis dans un cocon, on va dire. Et puis là, elle s'est assise à côté de moi et elle m'a dit « Soumia, c'est ok en fait. T'es une adolescente, t'as pas pris tes médicaments et c'est ok. » Et en fait, déjà ça a chamboulé directement tout le mur que j'avais envers le corps médical parce que je parlais à personne, psychologue, médecin, c'est ma maman qui parlait toujours pour moi. Et là, en fait, le dialogue a commencé. Le dialogue a commencé, j'adore, le dialogue a commencé. Alors, pour vraiment revenir sur quelques éléments que tu as dit, première greffe à 7 ans, c'est incroyable oui, ça te sauve la vie et en même temps, c'est incroyable de violence.
puisque ces médicaments transforment ton corps. Et comment ça se passe, ça? Donc, quand on est en dialyse, ce que j'en sais pour avoir un frère qui est passé par la dialyse, c'est qu'il y a des aliments, en fait, qu'il faut éviter et qui sont interdits. Donc, j'imagine que quand tu es greffé, tu vas pouvoir reprendre un petit peu la vie normale et consommer des choses. Est-ce que c'est ça qui t'a fait prendre du poids? Est-ce que c'est le médicament? Qu'est-ce qui s'est joué là? Faut savoir qu'à l'époque, il y a plus de 30 ans, on donnait beaucoup de Medrol. D'accord. Mais des grosses doses pendant très longtemps. Maintenant, ils ont changé un petit peu la donne, mais à l'époque, moi, j'avais du Medrol, mais des grosses doses pendant au moins la première année de greffe. Les effets secondaires de ce médicament, c'est quoi? C'est quoi comme type de médicament? C'est un anti-rejet? Oui, c'est un anti-rejet, c'est de la cortisone en fait. Ah, c'est de la cortisone. La fameuse, d'accord. Celle-là, je la connais bien. Oui. Je la connais bien. J'ai écouté ton podcast, donc effectivement, je me suis retrouvée parce que c'est pas que le corps, parce que c'était aussi l'humeur. C'est l'humeur. Pour une petite, voilà, donc j'étais très nerveuse. Mm. Et on l'a su que plus tard, il y a plus de 30 ans, on savait pas que ça rendait nerveux, la cortisone en fait. Il y a une forme de dépression qui se fait. Complètement. J'étais un peu comme dans un cercle vicieux en fait. J'arrivais pas à m'en sortir, même à l'âge de 7 ans, parce que j'ai eu ma première greffe à 7 ans, puis j'en ai une à 9 ans, et puis une plus adolescente, à l'âge de 15 ans. À l'âge de 15 ans. Et en fait, les 2 premières greffes, j'ai eu un rejet parce que il y avait d'autres médicaments, c'était surdosé pour moi en fait. Et donc j'ai perdu 2 reins simplement à cause de médicaments qui à l'époque n'étaient pas... En fait, au lieu de me soigner, ça m'intoxiquait. Le rein. Mais non. Ouais. Après, à l'époque, ce qu'il y a, c'est qu'il n'y avait pas ce qu'on a maintenant. Maintenant, on a des nouveaux médicaments, que d'ailleurs, on n'utilise même plus les anciens que moi je prenais. Il n'y a plus, à part la cortisone, le reste, il n'y a même plus. Il y a eu une grosse avancée au niveau des médicaments, mais à l'époque, voilà, déjà, il a fallu 2 greffes pour comprendre que finalement, c'était ce médicament qui intoxiquait au lieu de soigner. Et puis, la 3e greffe, et c'était juste avant le fait que j'ai dit, justement, à l'infirmière qui m'a dit, écoute, là maintenant, tu peux parler, on est là. À la 3e greffe, on a mis en place tout un système justement avec la cortisone, avec les autres médicaments pour que mon physique soit moins impacté. Bien sûr, bien sûr. Je suis très émue par tout ce que tu partages pour plusieurs raisons. La première, c'est que moi-même, j'ai un frère qui a été en dialyse, comme je te disais, qui a dû faire une double greffe parce qu'il était diabétique de type 1, rein-pancréas. Et malheureusement, lui, il n'est pas sorti de l'hôpital suite à ça. Tout ce que tu racontes là, ça me touche énormément. Et ce côté où on ne te dit pas les choses, on ne te parle pas quand tu es une enfant, en plus quand on sait comment sont testés les médicaments, plutôt sur des hommes, sur des adultes, que 2 reins ont été perdus, que toi, ça a chamboulé toute ta vie intérieure quand tu es en début de construction en tant qu'être humain. Et puis finalement, j'ai envie de dire, ça a aussi un peu volé ton enfance, jusqu'au jour où cette infirmière vient et puis te dit « Ok, c'est ok quoi, tu as le droit ». Quelque part, elle te dit « Je comprends, je te vois, je t'entends ». Et ça, pour toi, ça a tout changé. Oui, ça a tout changé parce que avant ça, j'ai eu beaucoup de médecins qui étaient dans le jugement. Est-ce que tu veux nous parler de ça? Oui, j'ai une histoire où notamment, j'avais un médecin qui était venu. Elle m'a dit, écoute, tu as des problèmes au niveau des os, ça va pas. Si tu continues comme ça, à 30 ans, c'est fini, tu marches plus. Hein. Et elle est venue comme ça dans ma chambre, elle me fait, c'est bon, faut prendre tes médicaments. Et en fait, moi j'étais en dialyse à cette période, donc c'était du calcium, je prenais mon calcium. Et en fait, elle est venue directement en m'attaquant. Ouais. Et moi, je me suis complètement fermée, en fait, c'était fini. Déjà, je voulais plus la voir, qu'elle rentre dans ma chambre, et je voulais plus parler. Et en fait, je me suis tue pendant, je crois, 1 an, où j'ai plus voulu parler avec aucun médecin. Suite à cette interaction. À cette réaction, ouais. Parce qu'en fait, elle est venue déjà en me disant, ça y est, tu vas plus marcher à 30 ans, c'est fini, vu tes résultats, c'est bon, c'est mort. J'ai été choquée parce que finalement, j'avais peur, en fait, arrivé à 20 ans, je me dis, ouais, peut-être dans 10 ans, je sais plus marcher. Je suis restée avec tout ce qu'on m'a dit enfant et finalement, je me rends compte que, bien sûr qu'il y a des séquelles aujourd'hui. Il y a des séquelles suite à ça, suite à d'autres choses qu'on en parlera. J'en ai jamais parlé. Je voulais justement en parler chez toi. Oh, merci. Parce que même le fait d'être une femme, moi, on m'a toujours dit, t'auras jamais d'enfant. C'est mort. Wow. Depuis petite, en fait. Donc, moi, j'ai grandi dans ma tête, j'aurais pas d'enfant. Alors que c'était pas le sujet. Le C'était sujet, pas le c'était sujet. le terrain, t'es une enfant. Et on m'a jamais fait d'examen ou quoi pour me dire ça, en fait. On est juste parti du principe que voilà, t'as des problèmes de rein, t'auras jamais d'enfant. Et voilà, puis c'est tout. ça. Quoi. Et il faut t'y faire. Et il faut t'y faire. Tu grandis avec ça, en fait. C'est ancré en toi. J'ai été faire les tests, finalement, on m'a dit, c'est ok, tu peux, tout va bien et tout. Mais c'est tellement, je pense, ancré en moi. Pourtant, j'ai fait des thérapies, je suis suivie et tout. Mais j'arrive plus, ça c'est fini, j'arrive pas à me l'enlever en fait. Ouais, c'est des adultes, quand toi t'étais dans une période de vulnérabilité, qui sont venus et qui ont déposé sur toi une charge émotionnelle qui premièrement n'était pas la tienne à porter. Je suis vraiment désolée que ça te soit arrivé. Et deuxièmement, même eux professionnellement, c'était absolument pas leur place.
puisque tu es là et ta spécialité, c'est la néphrologie, donc tout ce qui est les reins, ta spécialité, c'est pas la fertilité, en fait. Ouais, et malheureusement, c'est tellement ancré en moi. Aujourd'hui, voilà, j'arrive toujours pas à avoir d'enfant. Et je pense qu'inconsciemment, en fait, j'arrive pas à me dire que je peux être maman. C'est ancré en moi. Maintenant, ça va, j'en suis quand même heureuse parce que voilà, je me dis que je suis très croyante. Je me dis que finalement, ça vient du divin et que si un jour je dois être maman, je le serai. Si je le suis pas, c'est que le divin, c'est pas fait pour moi et c'est ok en fait. Mais c'est vrai que ma vingtaine, ça a été un petit peu dur de l'accepter en fait. J'imagine. Et puis surtout, ça te fait te poser des questions, une fois de plus, que toi, tu t'es pas spécialement posé et que là, on t'impose, quoi. Quelle violence. Donc, on te dit, à 30 ans, tu vas plus marcher et puis de toute façon, tu n'auras jamais d'enfant. Et à tes parents, on dit aussi, donc il y a quand même beaucoup de phrases comme ça, très péremptoires, très chocs, très définitives dans ton parcours, puisqu'à tes parents, on dit, non mais il faut pas vous attacher. Ce qui est quand même incroyable de dire à des parents. Je veux dire, ça devrait même être interdit par la loi, en fait, de dire ce genre de choses et de dire, ne vous attachez pas. Donc vraiment, toi, ton parcours, il est jalonné de violence médicale à travers la parole. Ouais. Vraiment, quoi. Et à travers les effets secondaires des traitements, une fois de plus, dont on ne te parle pas. C'est-à-dire qu'on parle de la parole, on utilise la parole pour accuser, pour faire peur, mais finalement, on n'utilise pas la parole pour aussi rassurer, accompagner et expliquer. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Tu as eu 4 greffes, la première à l'âge de 7 ans. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel est le cycle, la procédure sur une greffe de rein et comment ça se fait que tu en aies eu, j'ai envie de dire autant, je ne sais pas si c'est le bon terme. J'ai eu 4 greffes, 2 dans l'enfance. L'avant-dernière, je l'ai perdue, j'avais 19 ans. Donc à cette période-là, on m'a directement mis chez les adultes. Je suis repassée en dialyse. Et ensuite, j'ai été greffée. Je l'ai perdue en 2017. Donc là, maintenant, depuis 2017, je suis en dialyse, mais j'ai plus voulu être en dialyse comme je l'étais à l'hôpital. J'ai décidé à ce moment-là déjà de commencer à être actrice en voulant faire à la maison. J'avais plus envie d'aller dans les hôpitaux 3 fois par semaine. J'étais trop sensible par rapport aux patients. Et donc, j'ai commencé à être formée déjà pendant 1 mois. Et puis, j'ai commencé mes premières dialyses à la maison. Et donc là, maintenant, depuis 2017, je suis en dialyse chez moi à la maison. Chez toi à la maison. Oui. Est-ce que ça fait peur? Comment ça se passe? Parce que du coup, c'est de l'autodialyse quelque part. Je pense que j'ai tellement eu l'habitude que j'ai pas eu cette peur. Vraiment pas. Parce que déjà à l'hôpital, on m'avait appris, je savais déjà comment se passait un branchement. Enfin, je connaissais tout par cœur. Finalement, en fait, c'était une évidence de faire ça chez moi. Ok. Là aussi, il y a encore un manquement. On te donne pas la possibilité. C'est moi qui ai fait mes recherches, en fait. Ah, donc c'est toi qui as dû dire au médecin, en fait, j'ai vu qu'on peut le faire chez soi et je veux le faire à la maison. Ouais. Et là, on m'a dit oui, ça va se faire. J'attends 6 mois, toujours rien. Arrivé à 6 mois, j'ai commencé à moi faire mes recherches. Donc j'ai appelé les hôpitaux, savoir, et je me suis rendu compte qu'il y avait un hôpital, ils font ça depuis 1970. Waouh, 1970 pour les Français de France, c'est 1970. Waouh, donc c'est pas quelque chose de récent, c'est pas la technologie qui permet de le faire aujourd'hui, c'est que la technologie est là depuis toujours, quoi, quasiment, on va dire. Et donc là maintenant, il commence à avoir une grande avancée au niveau des dialyses à domicile, surtout pour les plus jeunes, pour l'école, pour le travail, pour ceux qui sont plus jeunes. C'est vraiment, pour moi, c'est une avancée, la dialyse à domicile. Je me dis, si j'avais eu ça petite, ça aurait été tout autre. Ouais, déjà, t'aurais été moins victime des violences, des violences hospitalières et des violences médicales, quoi. Waouh, ok. Comment est-ce qu'on se rend compte qu'on rejette le greffon et qu'est-ce qui se passe à partir de là? Il y a des symptômes, clairement. Déjà, le greffon devient hyper dur. Donc, on le sent. Okay. En fait, il est mis devant. Ah, donc, d'accord. Au niveau de la vessie. Il est mis juste au-dessus de la vessie. Et en fait, on le sent directement. Il y a de la fièvre. On sent notre greffon devenir très dur. Et on se sent vraiment pas bien. Clairement, on se sent vraiment pas bien. Ok. Et donc, toi, quand tu as ces premiers symptômes, on t'écoute, on te croit, on te prend en charge ou... En tout cas, je vais parler pour ma dernière greffe. J'ai fait un rejet et on savait que dans les 3 ans, j'allais perdre le rein. Ah, on savait? Ouais. Donc là, le médecin m'avait prévenu. Ça me fait penser à ton voyage parce que j'ai profité en fait pour voyager. Je savais que j'allais le perdre, donc je me suis dit, je dois faire la Malaisie, je dois faire la Thaïlande, je dois aller dans des pays qui seront un peu compliqués au niveau de la dialyse et profiter et aller voir le monde. Et donc, c'est vrai que j'ai beaucoup voyagé pendant les 3 ans. Et d'ailleurs, c'est à mon voyage en 2017 de Thaïlande, je suis rentrée et j'ai dit au médecin, c'est bon, c'est le moment, je suis pas très bien, il faut commencer les dialyses. Il faut commencer les dialyses. Mais c'est quoi ce parcours médical où on te dit d'avance comment ça va se passer? Waouh, quoi!
Moi, ça me fouf. Ça, c'est de la programmation. C'est en fait, on te met dans l'état d'esprit où toi, ton cerveau, on lui envoie cette info. Il dit, OK, c'est bon, dans 3 ans, je rejette. Ouais. À l'âge de 5 ans, je tombe malade. Et ça s'est passé. C'est vraiment les dates qui m'ont dit, c'était vraiment ça, en fait. Ouais, c'est normal, on t'a programmé. Et limite, c'est moi qui ai été à l'hôpital et j'ai dit, c'est bon, je commence la dialyse. C'est ça, vous m'avez donné le calendrier, ça y est, je suis là, on y va, quoi. C'est vraiment ça. Heureusement qu'à côté de ça, finalement, la dialyse, c'était un peu comme une famille. Ouais. Heureusement, il y avait des autres patients. Les 2 premières heures, c'est vrai que je faisais la morte, mais après, généralement, ça allait mieux. Après, je parlais avec les autres patients enfants et les infirmiers, les infirmières, avec qui il y avait quand même du lien qui se crée. Puis on faisait des activités, on partait en vacances. Wow. Heureusement, oui. Génial. On a une association qui existe toujours à Desmares pour les enfants en néphrologie. Et donc, il y a des voyages qui se font. Et donc, heureusement qu'il y avait quand même ce soutien entre patients. C'est ça, entre pairs. Ouais, vraiment. Et même avec certaines infirmières avec qui aujourd'hui je suis encore en contact. Ça m'a permis quand même d'avoir, parce qu'on passe beaucoup de temps, c'est 3 fois par semaine. Bon, à l'époque, c'était 3 heures pour les enfants. Donc, 3 fois par semaine, 3 heures, c'est énorme. C'est beaucoup de temps, ouais. C'est beaucoup de temps passé là-bas. C'est 9 heures de ta vie. Et quand t'es enfant, 9 heures, c'est extrêmement long. C'est ça, exactement. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir quand même, pour moi, cette petite famille avec qui, inconsciemment, quand on voyait que l'autre allait mal, on essayait de lui remonter le moral. Et inversement, quand moi, j'étais pas bien, ils essayaient de me parler. On était un soutien l'un pour l'autre. On l'est encore, parce que j'ai pas mal de contacts encore avec beaucoup de ces patients encore, maintenant adultes. Ah, génial. Ouais. C'est ce que j'allais te demander, en fait, du coup, quel type de relation ça tisse dans le temps et dans l'espace, quelque part, d'avoir ça, parce que j'imagine, moi, j'ai pas connu la dialyse de moi-même, mais socialement, je pense que ça doit être aussi peut-être isolant, vu que tu peux pas faire les mêmes activités que les autres enfants, tu ne peux pas manger de la même façon que les autres enfants. Et donc finalement, ces enfants avec qui tu fais la dialyse deviennent ton premier cercle social. Vraiment, ouais, c'est ça. Ça a vraiment été mon premier cercle. Bon, j'ai quand même de la chance parce que j'ai beaucoup de cousines et cousins. Et donc, voilà. Mon premier cercle, c'est d'abord mes frères, enfin mes sœurs et mes cousins, cousines avec qui, effectivement, dès que j'étais hospitalisée, tout le monde était là. Donc, j'ai toujours été très entourée par ma famille. Et après, c'était effectivement les patients, les enfants qui m'accompagnaient. Aujourd'hui, on est comme une famille. Là, on s'est vus récemment, ça faisait 10 ans qu'on ne s'était pas vus. On s'est vus récemment, on était 25. En fait, on se retrouve comme si c'était hier, quoi. Wow. C'est câlin et il y a une bienveillance, en fait, pour du chemin qu'on a parcouru. Et qu'on est là parce qu'il y en a qui sont partis. C'est ce que j'allais dire. Il y en a aussi, qui sont partis. Il faut célébrer aussi. Et le fait que nous, on soit là et qu'on se voit et qu'on prend le temps de se voir, déjà, c'est émouvant parce que, voilà, c'est des enfants, donc ils sont partis tôt, ils avaient tous entre 20 et 30 ans. Bien sûr que c'est émouvant, mais on célèbre quand même le fait de nous se voir et d'être là aujourd'hui et d'être, des guerriers. C'est ça, d'avoir défié tous les pronostics. Ouais. Et alors, tu dis le mot guerrier, ton association, ton ASBL s'appelle Guerrière en pyjama ? Oui, c'est ça. Guerrière, c'est mon grand-père qui m'a donné en fait le prénom Soumia, comme on est de confession musulmane. Soumia, en fait, ça a été la première femme martyre en islam. C'est elle qui est décédée, donc c'était la première. Et évidemment, avec le parcours que j'ai, à la base, je devais m'appeler Inès. Et puis, mon grand-père a été à la mosquée et lui-même, il a été, je pense, en pleurant. Il était vraiment pas bien quand il a appris la nouvelle. Quand il est revenu de la mosquée, il a dit « c'est pas Inès, finalement, c'est Soumia ». Et en fait, il a dit parce que si elle doit mourir, elle mourra avec dignité. Parce que Soumaya, c'est la première femme martyre qui est décédée, mais elle est décédée jusqu'au bout avec dignité. Wow. Et donc, il a dit je vais l'appeler Soumia. Et tes parents ont dit OK. Ah ouais, quand ils ont su la signification, ils ont dit OK, c'est bon, c'est parti pour Soumia. On va l'appeler comme ça. Et donc, c'est le mot guerrière. Ouais. Et nous, en fait, quand on était petits, on s'appelait les soldats en pyjama. Oh, waouh. Voilà. Mais l'année de l'association, c'est l'année où mon grand-père est décédé, paix son âme. Je me suis dit, en fait, guerrière, ça restera en même temps en hommage à lui et en même temps, guerrière, j'ai voulu me faire honneur pour une fois. J'ai jamais porté ma voix, je me suis toujours tue. Et là, je me suis dit, en fait, c'est le moment de parler. Et donc, guerrière, ça me représente. Et pyjama, quand on est en dialyse, en fait, on a toujours un poids sec à avoir. Donc, c'est comme on n'urine pas, on boit de l'eau entre 2 dialyses. Et donc, on doit savoir combien d'eau on a pris. Et donc, on devait toujours, quand on rentrait, parce que nous, on venait après l'école, et on devait se mettre en pyjama pour les dialyses. Pour moi, c'était évident d'être, toujours pyjama. On était souvent en pyjama. Oui, donc, moi, j'ai passé 2 ans en pyjama. On se connaissait, en fait, on se rendait compte qu'entre patients, on se connaissait qu'en pyjama. On se voyait qu'en pyjama. Ah, j'adore.
Et pourquoi on met les enfants en pyjama alors en dialyse? Mais justement, c'est pour avoir ce poids, toujours avoir le même poids, comme c'est toujours le même pyjama. Ok. C'est plus simple que les vêtements. Voilà, c'est plus simple qu'une fois t'es en jeans, une fois t'es en robe. Ça n'a pas le même poids en fait. C'est ça. Ok, intéressant. Merci pour cette précision. Du coup, la SBL aujourd'hui, compte tenu de tout ce que tu as vécu, tous ces silences, toute cette violence institutionnelle, l'association, j'imagine que c'est aussi ta façon de quoi? De te guérir? Bien sûr. Je pense de me guérir, de laisser une trace finalement. Je pense que le mot ne t'attache pas, c'est resté. Finalement, je me dis que peut-être qu'à travers cette association, je laisse ma trace sur cette terre si un jour je dois partir. Enfin, on partira de toute façon. Et c'est surtout, de par mon vécu, de pouvoir aider. C'est vraiment ça, aider ceux qui passent par là, aider justement à évoluer aussi au niveau médical, de pouvoir déjà de l'annonce de la maladie, de l'apport entre les infirmiers, les infirmières, les médecins. Vu que c'est une maladie chronique où les patients sont quand même souvent à l'hôpital avec les dialyses, justement la connexion entre les soignants et les patients, des fois c'est compliqué. Ouais. On ne se fait pas toujours entendre, on ne nous écoute pas. Et moi j'ai aidé avec cette association de justement porter aussi notre voix en tant que patient. Et aussi à travers les ateliers, de pouvoir échanger avec les soignants, de pouvoir faire évoluer les choses aussi. Je trouve que c'est super important. Et surtout que les patients portent leur voix. Que, ok, les médecins sont là pour nous accompagner, mais c'est à nous d'être acteurs de notre maladie, de porter notre voix quand ça va pas. Et ça, c'est vraiment, toutes les années où je me suis tue, là maintenant... Tu parles. Ah oui, là maintenant, je parle. Mais oui, c'est magnifique. Franchement, c'est incroyable. Et d'autant plus, une fois de plus, quand on est une petite fille et qu'il y a toute cette violence, et comme tu disais, tu es au Maroc avec tes parents, tu fais de la fièvre, tu es rapatrié d'urgence, tu rentres dans cette pièce, les médecins sont là, c'est le noir après, quoi. Et puis à partir de là, tu te déconnectes de ton corps toutes ces années-là parce que tout ce qui est attaché à ton corps est de l'ordre de la violence. Et de pouvoir aujourd'hui, j'ai envie de dire, sublimer cette expérience et de pouvoir aider d'autres personnes à porter leur voix, parce que, comme tu disais, tu as fait ce travail sur toi pour pouvoir aussi retrouver la tienne. Et une fois de plus, merci d'être venu déposer ton vécu ici et d'utiliser ta voix. C'est magnifique, quoi. Mais carrément, tu es une guerrière. Tu es une guerrière. Les femmes qui viennent, je les appelle des déposantes. Mais je vais me faire une petite note mentale avec les guerrières. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme parallèle? Merci. On arrive bientôt à la fin de cet épisode, malheureusement. À chaque fois, c'est un peu une déchirure parce que c'est tellement beau, intéressant et important de pouvoir entendre des mots comme les tiens. J'aime bien finir avec 4 questions. La première, c'est le titre du podcast et je pensais que j'étais la seule. Si tu pouvais la compléter, qu'est-ce que tu dirais? Je pensais que j'étais la seule à vivre ce mal-être en insuffisance rénale. J'avais pas l'impression que les autres patients étaient comme moi. Et finalement, je me rends compte que je suis pas la seule. Ouais, carrément. Grâce à l'asso aussi ou en parlant avec ton ancienne bande de quand t'étais enfant? Mon ancienne bande, c'est plutôt ma mémoire. En fait, tout ce que moi... Parce que moi, j'ai beaucoup de trous noirs de petit temps. Et donc, eux, c'est ma mémoire parce qu'ils me rappellent les choses. C'est génial. Mais l'asso, c'est vraiment, le fait de pas me sentir seule. Ouais. En fait, elles me disent tous que c'est moi qui donne, mais en fait, non, c'est grâce à elles que j'ai cette force aujourd'hui. Magnifique. L'autre question que j'ai pour toi, c'est, qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de toi? Alors moi, pour prendre soin de moi, je suis accompagnée au niveau de tout ce qui est alignement neuro-émotionnel, le conscient, le subconscient, pouvoir faire la paix avec tout ce vécu. Et ce qui m'aide beaucoup, c'est les méditations. C'est vraiment cet ancrage de maintenant, parce que tout ce que j'ai pas eu Tu parles à mon cœur. La méditation, c'est tellement fort. Ça m'a beaucoup aidé dans tout ce que je vis. Parce que maintenant, quand je suis dans la douleur, je vais partir en méditation, mais rester ancrée que plutôt de partir et de me déconnecter de mes émotions. Donc, si maintenant je dois vivre une émotion, si je dois pleurer, je vais pleurer. Et en fait, j'en fais une force maintenant de pleurer. Avant, c'était une honte. Et maintenant, en fait, c'est une force. Je suis contente de pleurer. Écoute, c'est tellement beau. Moi, avant la maladie, je disais, dans la vie, si tu as besoin de pleurer, déjà, tu le fais dans l'intimité de chez toi. Quand je voyais des gens pleurer dans la rue, j'étais comme, mais pourquoi? Et donc, mon truc, c'était, tu le fais dans l'intimité de chez toi et si possible, sous ta douche. C'était mon truc. Oui. Donc voilà, mais vraiment, pouvoir... Mais parce que je savais pas que j'étais de toute façon déconnectée de mon corps et de mes émotions. Comme je l'ai déjà dit dans ce podcast, moi, j'ai découvert mes émotions il y a 5 ans quand je suis partie en Inde et que j'ai fait tout ce stage de yoga, tout dans cet ashram. Et que du coup, j'ai reconquis ou du coup, je me suis réconciliée avec mon corps. Ouais. Et effectivement, c'est là que naissent nos émotions, quoi. Et c'est là qu'elles vivent. Ouais, absolument, plus que dans notre mental. L'autre question que j'ai pour toi, c'est si, tu as cette association,
Mais si aujourd'hui, tu avais une autre petite fille de 5 ans qui passe à travers à travers quoi tu es passé, ou une ado qui voit son corps se déformer aussi, les poils, qui couvre les miroirs chez elle, qu'est-ce que tu lui dirais ou qu'est-ce que toi, tu aurais aimé qu'on te dise à ce moment-là ? Moi, en tout cas, je lui dirais tout va bien se passer. Aie confiance en ce qu'il y a au fond de toi, parce que au fond d'elle, elle savait. Aie confiance à ce qu'il y a au fond de toi et vis le moment présent. Ne pense pas à plus tard, vis le moment présent. Sois la petite fille que tu dois être au moment présent. Sois ici et maintenant. Voilà. Magnifique. Et alors, ma dernière question, c'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? La santé, que ça puisse continuer à être stable comme ça l'est aujourd'hui, que je continue mes dialyses et peut-être une greffe, qui sait. Et peut-être une greffe. Voilà. Parce que toi, aujourd'hui, donc, pour revenir un petit peu là-dessus, la dernière greffe qu'on t'a faite quand tu étais ado, une greffe, ça dure un certain nombre d'années. Là, oui. Donc, la dernière greffe est restée jusqu'à 2017. Donc, j'ai perdu mon rein là en 2017. Depuis, je suis en dialyse, mais je fais ça à la maison. Donc, je suis en hémodialyse chez moi à domicile. Chez toi à domicile, ouais. D'accord. Et donc là, tu es en attente d'un prochain rein. Voilà. D'accord. On y croit. J'ai attendu longtemps avant de me remettre sur liste parce qu'il a fallu justement tout ce travail en moi de pouvoir aussi accepter un rein, un corps étranger. C'est quand même un corps étranger qui entre en nous comme ça du jour au lendemain. Mais là, je suis prête à l'accepter. À l'accepter, à l'accueillir. Avec tout le travail que tu as fait sur toi. Incroyable. Soumaya, merci beaucoup pour ta confiance. Merci beaucoup pour tes mots. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir te déposer dans Je pensais que j'étais la seule. Merci à toi. Merci beaucoup pour ton invitation et à bientôt. Et à très bientôt, oui. Et merci à toi qui nous a écoutés. Merci d'être là. Merci pour ton temps. Si cet épisode t'a touché, s'il t'a parlé, je t'invite à le faire vivre, à le partager avec une amie, une femme que tu connais et toute autre personne qui en aurait besoin. Je t'invite également, puisque c'est l'heure des réseaux sociaux, à liker, commenter, t'abonner et à nous retrouver sur les réseaux @j'étais la seule pour continuer la conversation, soutenir cette communauté et, si tu le souhaites, toi-même venir déposer ton vécu. Parce que chez Je pensais que j'étais la seule, on sait que parler, c'est déjà agir et que agir, c'est commencer à guérir. Prends soin de toi et à très bientôt.